Cela reste un geste diplomatique fort, bien sûr. Le Maroc rappelle officiellement son ambassadeur en France de façon imprévue. Et techniquement, pour l'instant, pas d'autres nominations. Le poste serait donc vacant. Cette décision dénoterait aussi sur la forme. Il s'agirait d'un ordre royal qui, pour la première fois, a été publié au bulletin officiel marocain. Et la presse marocaine s'attache à un détail, la date. Cette décision est actée le 19 janvier 2023, le jour même du vote par le Parlement européen d'une résolution visant le Maroc. Voilà, tout est dit. Benchaboun, relevé de ses fonctions d'ambassadeur en France. En septembre 2022, Hélène Le Gall, l'ambassadrice française au Maroc, avait été relevée de ses fonctions. La sanction tombe immédiatement. Un mois plus tard, presque jour pour jour, le roi nomme M. Benchaboun à la tête du fonds d'investissement Mohamed VI. Ce dont nous informe la précédente journaliste, c'est que voilà, depuis maintenant, c'est officiel, pile à la date du 19 février, effectivement, comme la résolution européenne, M. Benchaboun est officiellement relevé de ses fonctions. Ça ne s'arrange pas. Alors revenons à cette fameuse résolution. Il y a à boire et à manger. Vous avez dû, tous comme moi, entendre parler de cette résolution qui parle normalement de la liberté d'expression, mais en même temps, vous avez entendu parler du Qatar Gate qui est devenu Morocco Gate. Vous avez entendu parler d'une probable résolution concernant l'affaire Pegasus, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on va essayer de démêler tout cela. Ce sera juste après ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, cette fameuse résolution. Il y a, à vrai dire, tout un tas de raisons possibles et imaginables pour que le Parlement européen vote cette résolution. Tout un tas de raisons, sauf l'intitulé de cette fameuse résolution, à savoir la liberté d'expression. Parce que on sait très bien, tout le monde sait, nous on sait qu'ils savent que s'il s'agissait de relever les problèmes de liberté d'expression, d'abord ils ne s'arrêteraient pas de voter tous les jours dans leur chambre. Hein. Deuxièmement, la liberté d'expression, il faudrait peut-être déjà balayer au niveau de sa porte. L'Europe, très récemment, a censuré, par exemple, la chaîne Russia Today. Après tout, les gens, ils ont bien le droit de connaître l'avis de l'autre partie. Récemment encore, Farhat Mehni, président du MAC, et entre autres opposants virulents au régime algérien, a été censuré pratiquement en direct. Il était sur le plateau de CNews, ils étaient en train de le maquiller pour passer, et d'un seul coup, son émission a été annulée, sur instruction, sur ordre. Vous pourrez le regarder dans mes précédentes vidéos. Récemment encore, le journal Le Monde s'est tout simplement autocensuré en enlevant un article critique au régime algérien sur instruction de l'Élysée, etc., etc. Donc vous serez d'accord avec moi, c'est pas vraiment la question de la liberté d'expression qui titille nos fameux parlementaires européens. Par contre, il y a des raisons beaucoup plus objectives. Déjà, le Maroc commence à titiller sérieusement la France. Et comme on le sait très bien, cette résolution a été cornaquée par un très proche de Macron. Voilà une raison objective. Deuxième raison objective, c'est le fameux Qatar Gate. Le Qatar Gate touche les parlementaires européens eux-mêmes. Une histoire de corruption de ces messieurs les parlementaires. Et pour circonscrire le feu, il fallait faire quelque chose. Surtout que durant l'instruction du Qatar Gate, le Maroc, comme par hasard, a été cité. Voilà donc deux des raisons probables du vote de cette fameuse élection. Alors, nous allons tout de suite, pour plus de détails, essayer de voir exactement les termes et qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse résolution. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a à boire et à manger, car tout y est. On en reparle juste après. Par une résolution inédite en 25 ans,
l'Europarlement a adopté ce 19 janvier une résolution par 356 voix pour, 32 contre et 42 abstentions qui appellent le Royaume à respecter la liberté d'expression et celle des médias. Les députés européens demandent leur libération provisoire immédiate et exigent la fin du harcèlement de tous les journalistes dans le pays, ainsi que de leurs avocats et de leurs familles. Ils condamnent fermement l'utilisation abusive par les autorités marocaines des allégations d'agression sexuelle comme moyen de dissuader les journalistes de faire leur travail. Ils exhortent également le pays à mettre fin à la surveillance numérique des journalistes, notamment via le logiciel espion Pegasus, et demandent aux États membres de l'UE de cesser d'exporter des technologies de surveillance vers le Maroc, conformément au règlement de l'UE sur les biens à double usage. Les députés se disent aussi profondément préoccupés par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés du Parlement européen et demandent l'application des mêmes mesures que celles appliquées aux représentants du Qatar. Les députés s'engagent à enquêter pleinement et à traiter les cas de corruption impliquant des pays non membres de l'UE qui cherchent à acheter de l'influence au Parlement européen. Donc voilà, comme je vous le disais, cette fameuse résolution, initialement intitulée « La liberté d'expression au Maroc », cache derrière des condamnations concernant le Qatargate devenu Morocco-gate, donc une histoire de corruption, et la fameuse affaire Pegasus. Maintenant, revenons au Qatargate, puisque nous avons déjà parlé de ces histoires de liberté d'expression. En réalité, les faits remontent à 2021. C'était l'époque où l'on tentait de condamner le Qatar pour des histoires de droits de l'homme, pour des histoires de droits de travailleurs, avec la fameuse information concernant les 6000 morts sur les chantiers du Qatar, etc., etc. Le Qatar visait à tort d'ailleurs lui aussi. L'affaire ne fait qu'émerger en 2022. Tiens. En même temps d'ailleurs que liberté d'expression, Pegasus, etc. Tout cela est bien entendu voulu. C'est absolument évident. Maintenant, pour rentrer un petit peu dans les détails de ces histoires de corruption, on va regarder ce petit document et on en reparle juste après. Corruption présumée au Parlement européen selon le quotidien belge Le Soir et le journal italien La Repubblica. Des responsables marocains sont eux aussi impliqués dans cette sombre affaire. L'un des inculpés, italien, dit avoir été membre d'une organisation travaillant pour le Qatar, mais aussi pour le Maroc. La correspondance de Pierre Benazé à Bruxelles. Ce scandale de corruption au sein du Parlement européen était d'abord orienté vers le Qatar, puisque c'est de là que proviendrait l'essentiel des fonds, mais les révélations du consortium de journaux en Belgique et en Italie qui sont à l'origine des révélations sur ce scandale de corruption pointent maintenant une piste marocaine qui, semble-t-il, serait de plus en plus sérieuse. C'est ce que disent le journal francophone Le Soir, le journal flamand Knack et La Repubblica en Italie. Il y aurait une connexion marocaine, ce serait toujours le même réseau de parlementaires européens, toujours Eva Kaili et surtout Pier Antonio Panzeri, qui sont tous les deux en prison, de même que Francesco Giorgi. Tous les trois ont vu leur détention prolongée. Le réseau marocain, les journaux citent des agents de renseignement assez haut placés au sein des services de renseignement marocains et puis un diplomate en poste en Europe. Les diplomates et agents de renseignement auraient tenté là aussi d'acheter de l'influence auprès de ces parlementaires européens, de Pier Antonio Panzeri tout d'abord, sur des sujets divers et variés. Ça n'est pas confirmé par le parquet qui dit qu'il faut être prudent et qu'on privilégie pour l'instant la piste qatarienne. En revanche, le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, disait mercredi aux députés belges qu'il y avait plusieurs pays dans le collimateur des services de renseignement, c'est-à-dire la sûreté de l'État belge. Il parlait ensuite de sujets comme le contrôle et la gestion de l'exécutif des musulmans de Belgique, ou alors les droits d'accès, les droits de négociation sur la pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Et certains évoquent aussi, par exemple, les flux migratoires ou le sort du Sahara occidental, qui aurait pu attirer évidemment l'intérêt du Maroc pour agir en Europe. Bref, cette piste marocaine semble plus sérieuse qu'elle ne l'était les jours passés, parce que son nom, le nom du Maroc, avait déjà relativement fait surface, mais les confirmations judiciaires, pour l'instant, se font attendre.
Alors voilà, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, tout ce que je retiens, moi, c'est tout cela est parti de révélations d'un consortium de journaux apparemment italiens et belges. C'est à se demander si ces gens-là, ils ont des commissions d'enquête dans leur parlement. 2, c'est que les conclusions juridiques se font toujours attendre. Et à mon avis, ils vont encore attendre longtemps. Normal. Parce que comme pour les histoires de liberté d'expression, ou ces histoires de corruption, on sait très bien que tout ça est d'une hypocrisie crasse et incroyable. Car tout cela a un rapport, bien entendu, avec la politique. Sortir ces histoires-là à cette date-là précise n'est pas innocent, bien entendu. Le Parlement européen est un nid de lobbies. Il existe entre 20 et 30 000 lobbyistes tout autour de ce fameux Parlement. Ces parlementaires croulent sous les cadeaux, les voyages et autres valises. Donc qu'on ne vienne pas nous sortir utilement, comme par hasard, et à ce moment même, ces histoires de Qatargate ou Morocco-gate. On n'y croit pas. Regardez ce petit document, on en reparle juste après. Mais qui dirige vraiment l'Europe ? Qui a le pouvoir ? On va essayer de comprendre qui sont ces lobbies qui gravitent autour des institutions européennes. Ils prolifèrent à Bruxelles. Entre 20 000 et 30 000 lobbyistes à Bruxelles, dit-on, presque autant que d'employés à la Commission européenne. Bruxelles est même devenue la deuxième ville au monde qui compte le plus de lobbies, après Washington. Stéphanie Collier, vous avez enquêté sur un milieu discret, mais terriblement puissant dans les institutions européennes. Et vous savez qu'à Bruxelles, cette puissance des lobbies saute aux yeux, puisque leurs immeubles encerclent littéralement la Commission européenne. Ils ont pris d'assaut cette commission. C'est un milieu extrêmement discret qui ne parle pas beaucoup. Une seule personne a accepté de me rencontrer. Il s'appelle Pascal Kernéis et il dirige le puissant lobby des services. Les lobbies qui sont ici présents font partie du paysage. Il y a plein de sociétés tout autour, BASF, Alstom, Airbus, il y a Microsoft, IBM. Oui, toutes les sociétés qui ont un intérêt quelconque européen sont présentes ici à Bruxelles. Stéphanie, le poids de ces lobbies finit par poser des problèmes démocratiques. Exactement. Enfin, j'imagine. Évidemment. Et Et oui. c'est ce que pense par exemple Martin Pigeon. Il scrute ces lobbies, il les chasse, même il les traque. Il travaille pour un organisme à Bruxelles qui s'appelle CEO. Écoutez-le. Aujourd'hui, on est 5 ans après la crise, une des plus graves crises du siècle qu'on ait connue. L'Union européenne n'est pas foutue d'avoir produit une législation sur les activités bancaires qui soit meilleure que celle des États-Unis. À cause du poids de tous les lobbies, effectivement. Et toutes ces accusations, finalement, qu'en pense le lobbyiste Pascal Kernéis qu'on a entendu au début de ce reportage ? Il les balaye d'un coup de main et il se permet même de donner un conseil aux Français. Ça serait même urgent que la France se réveille et fasse un peu plus de lobbying actif à Bruxelles. Ben voilà, le Maroc a juste suivi le conseil de ce sage conseiller. Enfin, trêve de plaisanterie. Tout le monde sait très bien ce que vaut ce Parlement. Ou ce machin. Petit aparté, c'était De Gaulle qui avait appelé l'ONU le machin. Alors vous imaginez, si l'ONU est un machin, qu'est-ce que c'est le Parlement européen ? D'ailleurs, ce fameux Parlement n'a aucun pouvoir législatif. C'est la Commission européenne qui propose les lois. Le Parlement ou le parlementaire, à l'inverse de tous les parlements du monde, ne peut rien proposer. Enfin, c'est un autre sujet. Toujours est-il que cette histoire de Qatargate, Morocco-gate, elle nous a encore coûté une nouvelle résolution, parce qu'il fallait bien qu'ils fassent quelque chose, ces fameux parlementaires. Alors, ils ont voté une résolution pour interdire aux diplomates marocains, aux parlementaires marocains, l'accès à ce fameux cénacle. Je vous laisse encore une fois appréciez cette petite vidéo et on en reparle. Les représentants marocains interdits au Parlement européen, décidément, entre le Parlement européen et le Maroc, les relations ne sont plus amicales et chaleureuses. Le Royaume, qui a été pendant longtemps un partenaire de choix de ce Parlement, a perdu son statut. Les eurodéputés continuent donc leurs offensives sur le Maroc. Ils ont voté un texte réclamant des mesures restrictives contre le Maroc. Parmi ces mesures, une possible interdiction temporaire d'entrer au sein de l'hémicycle représentant du Royaume est envisagée. Ainsi, comme lors du vote de la résolution du Parlement européen sur les libertés du Maroc, cette fois encore, les eurodéputés étaient une majorité écrasante à voter cette décision. Ils sont 401 eurodéputés à voter pour cette mesure,
3 ont voté contre et 133 eurodéputés se sont abstenus. Le Parlement européen a donc décidé d'interdire l'accès aux Marocains dans son siège jusqu'à la fin des enquêtes des autorités belges sur l'affaire de corruption liée au régime marocain. Cette nouvelle résolution du Parlement européen doit donc marquer la fin de l'immunité dont bénéficie le Maroc. Cependant, il faut s'attendre à une nouvelle réaction du Maroc qui déjà a pris des mesures contre l'Union européenne lorsque cette dernière a voté, le 19 janvier, une résolution pour condamner ces atteintes à la liberté de la presse. Voilà. Donc il y a bien eu une résolution et votée à une large majorité pour interdire l'accès de tous les représentants marocains au Parlement européen. Alors, détail important, la durée de l'interdiction est valable durant toute la durée de l'enquête. Sur ce, nous, on va clore ce dossier et on va passer à l'affaire suivante. Affaire Pegasus. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pegasus est un logiciel espion utilisé par les 3/4 des États du monde. J'exagère, mais presque. Il y a d'autres logiciels sur le marché. Et le Maroc a été accusé d'avoir espionné des milliers de personnes, dont le plus fameux, M. Macron himself. Le Maroc, bien sûr, a récusé toutes ces accusations. L'enquête est d'ailleurs toujours en cours. À Paris en tous les cas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au Parlement européen, une commission avait été créée il y a 6 mois. J'insiste, il y a 6 mois. Le dossier du Maroc avait déjà été traité. Et cette commission avait conclu pratiquement un non-lieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune preuve, aucun fait qui liait le Maroc à ce fameux logiciel Pegasus. L'affaire était donc close au niveau du Parlement européen. Mais, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Le 9 février, le groupe Les Verts redépose encore une fois une demande d'ouverture d'enquête. Il y a encore une fois une nouvelle commission. Il y a donc un nouveau panel d'experts qui va rediscuter de l'affaire Pegasus et bien entendu du Maroc. Maintenant, pour faire le point global et général sur cette affaire en février 2023, je vous invite à écouter très attentivement ce que va nous dire l'avocat du Maroc concernant le dossier. Et croyez-moi, il y a certains détails croustillants. Je vous laisse apprécier. Le Maroc est évidemment, et depuis longtemps maintenant, victime d'une tentative de déstabilisation internationale. Le Royaume du Maroc n'a eu cesse de dénoncer, monsieur, vous m'entendez bien, dénoncer ces accusations fantaisistes, injustes, téléguidées. Et le Royaume du Maroc a engagé différentes procédures judiciaires. Ces procédures judiciaires, vous les connaissez, ce sont d'abord 10 procédures pénales en diffamation contre les 10 journaux et qui ont propagé cette rumeur. Le Royaume du Maroc savait ce qu'il attendait de ces procédures. Rien, aucune pièce, aucun document, aucune attestation, aucun témoignage n'a été fourni par ces médias, et depuis 18 mois, nous attendons toujours le moindre commencement de preuve de ces accusations fantaisistes. Rien ne demeure aujourd'hui. 18 mois plus tard, une procédure judiciaire est en cours à Paris. 2 juges d'instruction ont été désignés sur des plaintes de différentes personnes qui accusent le Maroc d'avoir espionné leur téléphone. Aucun élément technique, vous m'entendez, aucun élément technique ne vient mettre en lumière ces accusations. Aucun des plaignants n'a été en mesure de fournir son téléphone et d'apporter la preuve que le logiciel l'aurait infecté. Le Royaume du Maroc est parfaitement scandalisé. Et d'ailleurs s'est joint à cette procédure pénale française en frappant à la porte de ces 2 magistrats instructeurs pour participer à la manifestation de la vérité. Vous me demandez s'il existe des preuves techniques dans ce dossier. Aucune. Les accusateurs se sont fabriqués leur propre rapport d'expertise. Amnesty International a utilisé son propre laboratoire de recherche informatique et scientifique pour sortir un pseudo-rapport. Le Royaume du Maroc, à ma demande, solennellement, et sous le contrôle des autorités judiciaires françaises, a fait contrôler ce rapport informatique par des experts informatiques français, des experts agréés, près la Cour d'appel de Paris, près le tribunal judiciaire de Paris, près la Cour de cassation, et aucun de ces experts informatiques n'a mis en lumière une quelconque infiltration par le logiciel Pegasus du téléphone des personnes soi-disant visées en France. Vous me demandez si des faits ont été avérés à la suite des accusations initiales. Vous vous souvenez que
On avait accusé dès le mois de juillet 2021 que le propre téléphone du président de la République français, Emmanuel Macron, avait été infesté. Immédiatement, évidemment, les services français et le gouvernement français avaient fait des recherches. Jean Castex, 3 jours plus tard à l'Assemblée nationale, déclarait que les recherches sur le téléphone du président avaient été infructueuses et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque surveillance. Qu'a-t-on fait depuis de ces démentis français? A-t-on exonéré pour autant le Royaume du Maroc? Non. À qui profite ce crime? C'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Qui est derrière cette logorée d'accusations visant le Royaume du Maroc? Un État étranger? Des puissances souveraines? L'information judiciaire confiée au juge d'instruction français permettra de déterminer avec sérénité. Vous m'interrogez à juste titre sur les procédures judiciaires dans les autres pays européens. Vous vous souvenez qu'en France, des accusations ont été portées, en Espagne aussi, des accusations ont été portées, en particulier par un journaliste qui s'appelle Ignacio Sembrero, qui avait dit que son téléphone avait été infiltré par le Maroc de manière péremptoire. Et il avait déposé une plainte en Espagne. Eh bien, cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Madrid, qui a ausculté, qui a dépioté le téléphone de ce journaliste et aucune trace de logiciel espion n'y figurait. Ces accusations étaient donc mensongères, avaient été portées à tort dans le but de nuire à la réputation internationale du Royaume du Maroc. Il faut dire que ce journaliste est un ennemi depuis toujours, du Royaume et a toujours essayé de lui nuire de manière délibérée. En Espagne donc, il a été judiciairement exclu l'utilisation par le Maroc de ce logiciel, ce dont chacun peut se réjouir. Vous me demandez si les investigations européennes ont pu démontrer certains éléments. Oui, rien à l'encontre du Maroc. En revanche, et ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui soulève des questions en France, nous avons découvert que d'autres pays européens, amis de la France, utilisaient le logiciel Pegasus. On a ainsi découvert que l'Allemagne, par exemple, la République fédérale d'Allemagne, avait acquis auprès de NSO ce logiciel, l'avait utilisé, l'avait confié à ses services spéciaux, et que les services spéciaux et de renseignement allemands avaient utilisé Pegasus. Idem en Espagne. On a appris, vous en souvenez, et la presse espagnole s'en est choquée, que le gouvernement officiel madrilène avait utilisé Pegasus, qu'il avait acheté auprès des Israéliens NSO, pour espionner les téléphones de certains dirigeants catalans. On a donc comme seule certitude dans ce dossier que le Maroc est exempt de tout reproche, mais qu'en revanche, d'autres États européens ont utilisé le logiciel. Vous me demandez si j'ai quelque chose à rajouter. Non, votre honneur. Tout a déjà été dit. Bon, messieurs, je crois que c'est le moment de faire le point. Nous venons d'étudier les 3 dossiers en cours. Cette histoire de liberté d'expression. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 25 ans, que le Parlement européen n'avait pas voté une telle résolution. Et sur le fond, on en a déjà parlé. Les histoires de liberté d'expression, si l'Europe va en parler, ils devront déjà balayer devant leur porte. Un petit exemple pour la route. La problématique LGBTQ+. Vous croyez que quelqu'un peut contester? Que quelqu'un peut ne serait-ce qu'en discuter? Non. Bon, alors, liberté d'expression, passons à autre chose. Qatargate, comme son nom l'indique, Qatargate. Et ces 2 derniers mois, il est devenu Morocco-gate. Et comme on en a déjà parlé, une enquête basée sur des propos journalistiques, sans aucune preuve. Maintenant, dernier dossier, Pegasus, comme je l'ai dit aussi, rien à rajouter, monsieur l'avocat a déjà tout dit. Conclusion, ça fait quand même une avalanche de résolutions, d'articles de journaux qui d'un seul coup, ces 2 derniers mois, pleuvent sur le Maroc. Ce n'est pas anodin, c'est louche. Comme dirait Bigard, c'est troublant. En réalité, pour le Maroc, cela ne fait aucun doute. Ce n'est pas une histoire de parlement, c'est essentiellement la France. Et la guerre que mène la France contre le Maroc. C'est clair, c'est net. Et j'en ferai même une prochaine vidéo pour rentrer dans les détails. Enfin, messieurs, je crois que j'ai fait le tour. Alors, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, à ciao.